le privilège de faire ça un 31 août quand le soleil est beau. On est un peu moins que prévu. Fait que on va faire ça de manière vraiment personnalisée. Premièrement, en mon nom et celui. Non, assis-toi pas tout de suite. Je vais vous présenter Stéphane de FansLab si vous ne le connaissiez pas. Stéphane et moi, premièrement, on se connaît depuis plus de 20 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Peut-être, oui. Ça fait 5 ans, toutes les deux, qu'on célèbre les anniversaires de nos entreprises, de nos organisations. FansLab est un partenaire d'Espace OBNL depuis le tout début, si ma mémoire est bonne, ou pas loin d'eux. Et même avant, oui. Il y a 5 ans, j'avais fait un petit plan d'un événement pour des DG. J'ai présenté ça à mon ami Laurent Morisset, ici. Je vais vous en parler de lui tantôt. Laurent, il me dit Stéphane, il dit, tu as quelque chose là, mais ce n'est pas un événement. Et il n'y a pas l'air de ça, là, mais il a pris du temps pour réfléchir, puis il m'a envoyé une lettre d'à peu près 3 ou 4 pages en disant on aurait de quoi à faire. Fait qu'on a créé Espace OBNL à partir de cette conversation-là. Stéphane, quelques semaines, mois plus tard, on s'est assis dans un café au marché central, puis on a commencé à faire un mapping de tous les enjeux de DG, et c'est devenu un peu la base de nos 2 projets mutuels. Là, on se rapporte à il y a très longtemps. Aujourd'hui, on va faire d'autres choses. Merci, Steph. On a fait une activité déjà ce matin. Ce qu'on va faire cet après-midi, on l'a fait en virtuel ce matin parce qu'on a des gens partout en province qui ne pouvaient pas venir avec nous cet après-midi. On a fait ce qu'on va faire comme panel d'experts. On a fait quelque chose de similaire ce matin avec des gens qui avaient des expertises assez différentes aussi. Ça va être disponible en ligne dans quelques semaines, quelques mois. Fait que vous allez pouvoir combiner les deux. Donc, on va faire un exercice double cet après-midi. On va avoir une bonne discussion avec nos 3 panélistes ici. Et on va avoir après ça une activité d'intelligence collective sur des mises en situation. Vous avez la chance aussi, on est allé chercher un paquet d'experts de toutes sortes de domaines différents qui sont un peu partout dans la salle. Ils sont cachés, il faut deviner où ils sont. Ils vont vous aider, puis ils vont venir participer à la discussion à travers l'atelier d'intelligence collective. Les 2 ateliers d'intelligence collective, celui de ce matin et celui de cet après-midi, les résultats vont être fusionnés pour faire un seul document qui va être disponible par la suite aussi. Donc, on a beau dire, hey, on fête 5 ans, c'est le fun, mais on s'aligne aussi pour travailler sur le futur. Maintenant, j'ai la chance, je vais commencer avec Marie-Chantal. Marie-Chantal, vous ne connaissez peut-être pas, là, mais elle a plein d'affaires à vous dire tantôt, vous allez voir. Marie-Chantal Ouellette, qui est la... On dit-tu? Paquette. Paquette. C'est ça, être dyslexique, hein? On avait le « et ». Marie-Chantal, du Regroupement d'innovation sociale du Québec. Peux-tu prendre une petite minute ou 2 puis te présenter pour tout le monde? Puis après ça, Karel, puis après ça, Laurent aussi. Oui. Bonjour, je suis contente d'être là avec vous autres aujourd'hui. Je suis directrice du Réseau québécois en innovation sociale depuis 3 ans. Le réseau existe depuis 2005, été reconnu comme OBNL en 2013. Et puis, je suis là aujourd'hui pour partager avec vous un peu de ce qu'on pense ou ce qu'on veut qui se réalise ou ce qui va se réaliser au niveau des OBNL les prochaines années, en tout cas les enjeux. Fait que voilà, et puis moi, ça fait une trentaine d'années que je suis dans le développement social, dans le développement communautaire, que je travaille au niveau de tout ce qui est enjeux sociaux. Voilà. Merci, Marie-Chantal. Je vous présente Karel Méran. Si vous lisez la presse assez régulièrement dans la section des opinions, Karel publie ça fait quelques textes que tu as publiés sur les enjeux sociaux, sur les enjeux communautaires aussi. Karel est le directeur général de la Fondation du Grand Montréal. Je te laisse le restant. Ben oui. Donc, qu'est-ce que c'est la Fondation du Grand Montréal? C'est une fondation communautaire, c'est une fondation qui est, comment je dirais, comme une caisse de dépôt de la philanthropie. On gère 800 fonds philanthropiques. Ça fait 23 ans qu'on existe maintenant. On a versé 130 quelques millions de subventions. On a 400 millions d'actifs sous gestion, 800 fonds d'organismes comme Centraide ou l'Orchestre symphonique ou des individus. Probablement que des gens me connaissent pour ma carrière précédente. J'ai un profil assez atypique. Je vais pas vous en parler. Donc, avant ça, j'ai été directeur général pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David Suzuki, qui est un organisme environnemental pendant une douzaine d'années. Donc,
À l'époque, j'ai milité beaucoup pour des causes environnementales. J'étais très médiatisé. Là. Je faisais 200 à 250 entrevues médias par année. Maintenant, je m'amuse. Je dis, maintenant, j'en fais 11 dans une année. Puis avant ça, j'étais consultant international sur des enjeux de développement durable. Donc, je travaillais pour des agences des Nations Unies, etc., etc. Donc, je suis passé du mondial à national à régional. Puis maintenant, mon territoire d'intervention, c'est le Grand Montréal. Donc, mes enfants me disent, oui, mais comment on fait pour devenir gestionnaire de fonds philanthropiques? Puis je leur dis, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait pour devenir DG? Puis tout le monde va avoir une réponse différente aussi. Exactement. Ben, c'est ça. Puis c'est le message que je leur dis. Faites ce que vous aimez, puis ça va marcher. Excellent. Laurent Morissette, président de C4 et d'OBNL 360. À toi la petite présentation. Bonjour. Oui, moi je suis. Est-ce que je me suis développé une passion pour les OBNL ou si j'ai avec le temps, où j'ai toujours eu ça, c'est très difficile à dire, mais il y a 20 ans, j'ai fondé une firme de communication. Il y a 10 ans, on a fait un peu un pivot en réalisant qu'on avait vraiment envie de travailler avec des OBNL. Fait qu'on a créé OBNL 360, qui se spécialise dans le fond en communication, en stratégie pour les OBNL. J'ai rencontré Stéphane il y a 6 ans. Il avait une passion commune. Quand je dis ça à ma blonde, j'ai une passion pour les OBNL, elle trouve ça toujours un peu spécial. Mais je pense que j'avais une passion de travailler avec des gens qui ont une vision, qui ont vraiment travaillé dans un contexte de valeurs. Et puis, avec Stéphane, quand on s'est rencontrés, on parlait des enjeux des gestionnaires d'OBNL. J'ai été faire mon MBA à McGill HSC, puis j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur la nécessité de créer un hub de créativité et d'innovation pour les gestionnaires dans le milieu des OBNL. Alors, je peux vous dire que dans une école de gestion, quand j'ai présenté mon papier, ils m'ont regardé en voulant dire, bon, où est-ce que tu vas aller avec ça? Mais on en a créé une entreprise qui est maintenant, donc je ne suis plus actionnaire maintenant, que c'est Stéphane qui s'occupe avec brio, je pense. Mais le constat était qu'il y a beaucoup de choses en entrepreneuriat au Québec, mais il n'y a pas grand-chose pour les DG d'OBNL. Et puis, j'avais envie de faire cette différence-là, puis on l'a fait. Fait qu'aujourd'hui, j'agis à titre de consultant. Je demeure un entrepreneur, mais je passe le clair de mon temps à faire des réflexions stratégiques et à travailler dans des dossiers de com liés aux OBNL. Merci, Laurent. La démarche de cet après-midi et celle de ce matin, c'était un peu aussi pour vous donner une perspective, parce qu'avec les 3 expertises que vous avez, on va avoir une perspective un peu plus macro, détachée des opérations, détachée aussi de peut-être nos petits enjeux personnels pour être capable après ça de ramener ça sur des enjeux communs. Moi, les questions que je vais vous poser, l'objectif, c'est de voir la game arriver, voir ce qui va se passer dans 6 mois, 1 an, 2 ans, que des fois, on n'a pas toujours cette perspective-là. Je commencerai avec ma première question, qui est très simple. C'est quoi l'enjeu qu'on sous-estime qui s'en vient, puis que la majorité des gens que vous voyez là où vous rencontrez, ils ne l'ont pas encore assimilé, puis ce n'est pas encore dans leur plan de travail, là. On va y aller avec... Hein? Je peux commencer. Moi, je ne répondrai pas directement à ta question parce que j'ai beaucoup de difficultés à isoler les enjeux les uns des autres. Ce qui me réveille la nuit, c'est la convergence de plusieurs facteurs qui font qu'à un moment donné, tu te projettes dans l'avenir puis tu vois là, des enjeux s'en venir. Puis moi, les 3 que je vois qui vont orienter les 25 prochaines années, d'abord, évidemment, je ne vous surprendrai pas là, quand je dis la crise climatique, après l'été qu'on a eu là. Puis, c'est plein de choses. C'est la qualité de l'air, c'est des gens qui meurent parce qu'il y a des vagues de chaleur, c'est des réfugiés, c'est plein de choses. Fait que c'est un enjeu qui est comme systémique à une échelle tellement grande que des fois, ce qui nous arrive, on ne voit même pas que ça a été déclenché par ça. Puis ça va continuer, dans le temps, ça va juste être déstabilisateur pendant longtemps. La deuxième chose, c'est l'intelligence artificielle, mais aussi, j'ajouterais là-dessus, l'influence grandissante des réseaux sociaux, tout ça, puis couplé à l'intelligence artificielle va changer, le milieu du travail va changer. Puis, c'est comme pas juste à nos portes, là, c'est en train d'arriver, puis on n'est pas prêt, personne. Puis donc, ça va je ne suis pas en train de dire que ça va influencer nécessairement chaque OBNL, mais ça va influencer la société dans laquelle on évolue. Puis les OBNL ont des missions souvent qui vont être
comme qui va avoir un lien avec la société, l'environnement, avec, notamment l'économie sociale. Donc, on n'est pas à l'extérieur de la société, on est comme dedans. Puis, la troisième chose, qu'est-ce que je vous disais, donc, le climat, l'intelligence artificielle, la polarisation. Donc, on s'en va de plus en plus vers des sociétés polarisées. Il y a une perte de confiance du public. Il y a une montée de l'autoritarisme. Puis ça devient plus difficile d'opérer comme au BNL parce que tout d'un coup, les gens n'ont plus confiance à rien. Ils n'ont même plus confiance, le petit organisme à côté de chez eux. C'est comme ils perdent confiance de façon générale. Puis tout d'un coup, tout devient politique. C'est l'action qu'on aurait fait auparavant, qui aurait été relativement consensuelle, aujourd'hui, ne l'est plus. Les gouvernements qui nous soutiendraient, ils vont le faire, puis après ça, 4 ans plus tard, ils ne le feront plus parce que tout d'un coup, on flippe d'un côté puis de l'autre, puis c'est très, très tranché, les changements. Donc, je pense qu'on s'en va, j'ai pris ces 3 choses-là parce que je pense qu'on s'en va dans un environnement qui est très, très différent de celui dans lequel on a évolué par le passé. Et c'est difficile de faire une stratégie à long terme. Je vais peut-être proposer, je trouve ça bien parce que tu penses que tu as donné un portrait très macro de la chose, puis c'est bien, mais je vais peut-être proposer un complément à ce que tu dis là. Je pense qu'il y a peut-être micro aussi. Moi, je sais que ce que je vois beaucoup, puis il y a un des enjeux, je pense, qui va frapper le Québec, puis si je me ramène plus ici, Québec, dans notre Québec à nous, notre petit endroit à nous, là, la crise des ressources humaines, elle touche tout le monde. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Puis, c'est pas une nouvelle. Là, je suis pas arrivé avec une grande révélation. C'est une rumeur, hein, la pénurie de main-d'œuvre. Ouais, la pénurie de main-d'œuvre, mais la réalité, là, c'est que dans nos OBNL au Québec, là, 71% des OBNL étaient gérés par des femmes qui étaient payées probablement 40% moins cher que des hommes qui faisaient une job équivalente ailleurs, qui faisaient ça soir et fin de semaine, qui faisaient leur comptabilité tranquille chez eux le dimanche. Là. Ça, c'est fini. Ça va être un méchant enjeu, parce que ces femmes-là, qui maintenaient le Québec social, ne sont plus là. Fait que je ne sais pas si ça va être des jeunes hommes issus de différentes communautés ou dans un contexte, là, mais ça n'existera plus. Puis ça va prendre 2 personnes pour remplacer Mme Thérèse, qui gérait un organisme dans Villemort. Fait que je ne sais pas comment on va faire pour la payer. Ça, moi, je pense que cet enjeu-là, il est majeur. Deuxième élément que je rajoutais, mais très, très terre à terre, là, c'est l'enjeu de la communication. Okay? Il y a 10 ans, tu mettais une pub dans le Journal de Montréal, puis tu atteignais peut-être quelque chose. Là, aujourd'hui, pour prendre ce que tu disais, là, la crise des médias, la capacité de communiquer avec des publics, la capacité de rejoindre. Vous avez une pluralité de médias sociaux où, si je vous demandais à main levée ici combien vous en connaissez, vous allez répondre 2. Et il y en a des centaines de médias sociaux sur lesquels c'est très difficile de se faire une tête sur comment on réagit. Donc, je vais reprendre ma Thérèse de Villemort. Là, comment elle va faire pour aller rejoindre du monde, elle, dans sa communauté, ça va être difficile. Fait que l'enjeu de la communication va être extrêmement complexe. Puis j'aurais le goût de terminer avec l'enjeu de la performance. Nos OBNL qui ont... on l'a vu là, dans la crise de la COVID. Là. Nos OBNL, on leur a dit merci parce qu'ils sont gentils, ils ont été livrés de la soupe à Mme Untel, ils ont aidé M. Untel, ils ont raccompagné... Fait que là, on leur a donné un peu d'argent. Là, la COVID, c'est fini, fait qu'on n'entendra plus parler. Puis je parle pas juste du communautaire tout petit. Je parle des OBNL au sens large. Là, qu'est-ce qui va arriver avec cette réalité-là? C'est que on va faire face, à mon avis, à un filet social très important au Québec qui va s'éroder. Puis quand ça va tomber, et tout ce que Karel a dit, je pense, va continuer à faire boule de neige. On va encore moins avoir confiance dans nos institutions, moins en confiance dans ces choses-là. Mais la capacité de rejoindre soit notre donateur ou même d'aller rejoindre une personne, ça va être très difficile dans l'avenir, je pense, pour les OBNL de différentes tailles. Donc, on va leur demander d'être performants. Puis ce mot-là, en guillemets, il n'a pas toujours fait partie de cette culture-là. À tort ou à raison, il n'a pas toujours fait partie de cette culture-là. Et puis je pense que ça va être un sérieux défi. RH, la capacité de communiquer, puis la capacité d'être performant. À Montréal, en déficience intellectuelle, il y a 32 organismes. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on serait mieux d'en avoir la moitié, mais plus performant? Je pose la question, je n'y réponds pas. Je dis juste que c'est quand même une réalité. Marie-Chantal. Oui, moi je pense que J'en ai demandé un, on est rendu à 6. Oui, je peux en dire juste un. Oui.
C'est répondre à la Ben, question. Moi, j'étais pour parler au niveau du climat. Je te dirais, j'aurais encore plus micro que toi. Moi, j'y vais avec, avec les organisations avec lesquelles je travaille en innovation sociale, que le changement climatique et tout ce qu'il y a, mais aussi avec les jeunes que j'ai chez moi. J'ai les 3 jeunes chez moi, comme quoi c'est la chose qui semble pour eux les inquiéter, et je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ça. Et puis, j'ai l'impression qu'on en parle, il y a quelques actions, mais on tarde beaucoup à faire des choses par rapport à ça. Au niveau de ce que tu parlais, Laurent, au niveau des ressources humaines, je suis assez d'accord avec toi qu'il y a quelque chose, il y a des vieillissement de la population au niveau du Québec et tout ça. Et puis, on le voit aussi que hier, j'étais en entrevue toute la journée pour faire de l'embauche. Et puis, on le sent même dans les entrevues, le rapport d'entrevue que les gens ont pas mal de choix parce qu'il y a pas mal de jobs pour moins de jobs. On le sent. Puis j'ai même déjà eu une personne à un moment donné qui a dit écoute, avant de commencer, j'aimerais ça, moi, te poser des questions. Fait que, tu sais, c'est comme le rapport change un peu. Donc, oui, il y a ça. Mais moi, il y a le côté aussi responsabilité sociale que je trouve importante on parle d'OBNL, on parle d'organisation. Puis moi, ça a toujours été super important pour moi, la responsabilisation que chacun a. Après ça, dans les organisations, puis après ça, au niveau du gouvernement, parce que souvent, on pense en haut, en bas, puis là, mais je pense que s'il y a quelque chose de responsabilité sociale au niveau personnel, après ça, au niveau de nos organisations, bien, ça va permettre d'élever la conscience, puis d'être conscient aussi de tout ce qui se passe au niveau des médias, qu'il y a bien des choses qui sont erronées dans tout ça, puis de s'assurer que les sources sont bonnes. Et au niveau du personnel, quelque chose de positif, par contre, ce que je pourrais trouver intéressant, quand j'en parlais ce matin avec un collègue, c'est qu'en même temps qu'il manque de ressources, en même temps qu'on sent que les jeunes aujourd'hui, les jeunes, nouvelle génération, peu importe, restent pas nécessairement longtemps, là, tu sais, des 25 ans à la même place, des 10 ans à la même place, on verra pas nécessairement ça. Mais en même temps, ils vont aller chercher, il va y avoir d'autres choses. Il faut voir le changement, il faut essayer de trouver quelque chose de positif dans ce changement-là, puis essayer de voir les enjeux, mais essayer de trouver quelque chose qui peut être positif, d'en retirer, puis il y en a toujours eu dans toutes les aires. Fait que donc, oui, on est dans ces aires-là. Intelligence artificielle et tout ça. Là, un des éléments positifs dont tu parles, c'est à quel point il y a des gens qui veulent changer de travail pour avoir une signification dans ce qu'ils font. Oui. Ça, c'est un message qui commence à rejoindre beaucoup de gens. J'ai rencontré des DG qui sortaient du milieu corporatif, qui étaient rendus à prendre des baisses de salaire 20, 30, 40 000 parce que là, ils se levaient le matin pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Oui, le travail, c'est plus juste le travail des Thérèse là, qui font bien des heures, mais là, il y a la famille, mais il y a le social, il y a toutes les autres choses qui veulent rentrer puis ils ne veulent plus juste mettre leurs heures au travail. Ouais. Vous avez parlé de changement climatique. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais parler des normes ESG et de la vision EDI aussi. Bon, les termes, on peut équité, diversité et inclusion, puis tout l'aspect environnemental, social et gouvernance, là. Quand on entend les discours des politiciens, quand on entend les discours des grandes corporations, même des écoles de gouvernance, c'est là, tout le monde en parle, c'est un focus. Mais quand on a un organisme qui ne sait pas encore s'il va avoir des services l'année prochaine, comment on fait pour arriver à cette transition-là? Vous l'avez dit, l'environnement est important, mais je ne sais pas encore si j'existe, mon financement n'existe pas encore dans 12 mois. Comment ça devient important dans mon quotidien? Puis comment je l'amène pour que ça soit intégré dans mes pratiques au quotidien? Je te vois regarder au plafond, Karel, là. Bien, c'est parce que, tu sais, quand on parle des OBNL, tu sais, il y en a tellement de tailles différentes, dans des secteurs différents, tu sais. Je regarde au plafond parce que j'essaie de voir c'est quoi la réponse que je peux donner qui va s'appliquer au plus grand nombre. À une grande majorité, tu sais. C'est vrai que les petits organismes avec 2 employés, là, puis là, leur demander pour avoir une subvention, d'avoir une politique EDI puis une politique ESG, c'est complètement ridicule. C'est comme essayer d'imposer. La Ville de Montréal l'a demandé dans sa reddition de compte cette année. Je pense qu'ils ont rajouté ces éléments-là dans certains arrondissements. Le fédéral fait pareil, tout ça. Puis effectivement, c'est-à-dire que tu peux probablement rendre des comptes, et il ne faut pas se le cacher, là, tu sais. Notre milieu, nos OBNL, nos milieux communautaires, historiquement, ils rejoignent. Tu sais, il y a encore un clivage, tu sais, entre. Tu sais, il y a plus. Malgré le fait que. Je ne vais pas tomber dans les Olympiques du pauvre, là, mais tu sais, Hochelaga est pauvre, Montréal-Nord est pauvre, mais il y a probablement 4 fois plus d'organismes par habitant dans Hochelaga que dans Montréal-Nord. OK? Donc,
je pense que c'est normal que les autorités publiques, à un moment donné, essaient de répartir les choses, mais en même temps, tu sais, des fois, c'est maladroit. On demande à des organismes de faire une reddition de comptes qui est comme hallucinante pour des bouchées de pain. Mais d'autre part, si on va vers des organismes plus grands, de plus grande taille, bon, moi, j'ai vu beaucoup d'organismes, des OBNL, demander, puisque je suis impliqué dans le partenariat climat Montréal aussi, puis qu'est-ce qu'on peut faire en environnement? Puis là, tu sais, c'est pas question de dire on va essayer d'imprimer recto verso, tout ça. Tu sais, c'est vraiment plus de comment on intègre la question dans notre mission. Pas juste parce qu'un OBNL, ça n'a pas une grosse empreinte environnementale, on va se le dire. Là, ça dépend. Mettons les festivals ou l'associatif qui fait beaucoup d'événementiels. C'est ça. Oui. Bon, donc, dans le milieu culturel, il y a une demande très forte pour comment améliorer les pratiques, tout ça. Moi, le volet ESG qui me dérange le plus, tu sais, je suis dans le monde philanthropique maintenant et je vois très, très fréquemment des organismes qui ont des fonds de dotation avec des comités de placement qui ont zéro considération, aucun enjeu. Dans leur politique. ESG, OK? C'est-à-dire, c'est comme encore la vieille pratique là, où on investit l'argent, puis tu sais, puis donc les gens qui sont sur les comités de placement, c'est souvent des gens qui ont, tu sais, il y a toujours une ou deux personnes qui sont vraiment plus solides en finance, puis qui dit, généralement, à la DG de l'organisme, ma petite fille, moi je connais ça, laisse-moi gérer l'argent. Et quand on dit, ben oui, mais là, c'est quoi l'empreinte sociale, l'empreinte environnementale, est-ce qu'on devrait intégrer des valeurs dans nos placements? Non, on ne fait pas ça. Et ça me frappe beaucoup parce que la mission d'un OBNL, il y a toujours un volet plus social ou environnemental. Tu sais, il y a toujours l'idée qu'on est ancré dans une société, mais quand arrive dans la création de fonds philanthropiques ou de fonds de dotation, là, tout d'un coup, on oublie ça, tu sais, on tombe dans un univers un peu, moi je dis souvent, c'était un peu, j'avais dit à des gens de la Caisse de dépôt qui étaient des psychopathes parce que la manière qu'ils investissaient, puis il avait ri comme toi d'ailleurs, parce que l'idée là-dedans, c'est que tu investis l'argent sans considération de l'impact de tes placements sur la société. Puis là, tu prends les retours de tout ça, puis après ça, tu donnes des services à la société, puis ça donne des choses qui peuvent être aussi folles qu'un organisme qui dit, ben moi, je soutiens l'aide aux devoirs chez des enfants, mais j'aurais un fonds de dotation, puis avec une compagnie qui est au Bangladesh, puis qui emploie des enfants dans une usine. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, ça, pour moi, c'est problématique. Le ESG, définitivement, quand un organisme est assez gros pour avoir un fonds de dotation, puis tout ça, là, je pense qu'il n'y a aucune excuse aujourd'hui pour ne pas se considérer ces choses-là. La seule excuse étant, il y a des gens qui continuent de faire les choses comme si on était encore en 1970, puis on ne l'est plus. Est-ce que deux amis ont quelque chose d'autre à rajouter là-dessus? Il y a 25 ans, l'Institut des administrateurs de société s'implantait au Québec. Il y a 25 ans. Okay? Le Collège sur la gouvernance, il y a 20 ans. Puis, je pense qu'il est logique de demander à nos grandes corporations d'avoir de grandes considérations par rapport à ces choses-là. Puis je pense que comme population, on se doit d'être exigeant envers ces grandes corporations-là, qui payent d'ailleurs bien leurs administrateurs, souvent. Là, quand tu décides de faire percoler tout ce qui est ESG ou tout ce qui est EDI dans le volet communautaire ou tout ça, les fondations devraient s'en préoccuper, là, mais c'est comme un discours, je trouve, qui est un décalage par rapport à la réalité des OBNL. J'aimerais mieux que les OBNL entendent parler de gestion de risque aujourd'hui que de ESG, dans le sens où c'est beaucoup plus près de leur réalité. Il y a 20 ans, tu n'entendais pas parler de gouvernance dans les OBNL. Aujourd'hui, on en entend parler. Puis j'espère que dans 5 ans, on va entendre parler de gestion de risque dans les OBNL. Parce que, tu sais, vous appellerez la présidente du conseil d'administration de Hockey Canada, vous demanderez comment ça a passé, le mois où ça a brassé. Là. Elle n'était pas payée cher pour se faire barouetter dans les journaux, elle. Bénévole. Puis, ce que je dis, c'est que peut-être qu'un plan de gestion de risque, ça l'aurait aidé à envisager ces fêtes de Noël différemment. Mais fait que je pense que c'est demander beaucoup à des milieux. Par contre, tu ne peux pas être contre la vertu. Fait que je suis un peu d'accord comme toi. Tu regardes en l'air et tu te dis qui ça pourrait intéresser. J'espère que nos grandes fondations au Québec, au Canada, s'intéressent à ça. J'espère que chez vous, vous intéressez à ça. T'sais. Mais on va grossir le trait, puis j'aime pas l'idée, mais on va reprendre Thérèse à Villemort, là, à d'autres considérations. Elle, il faut qu'elle paye son loyer, puis il faut qu'elle aide sa popote roulante, puis il faut qu'elle gère ses affaires. Puis... Fait que je ne suis pas sûr que j'y amènerais ces considérations-là tout de suite. Chantal. Pauvre Thérèse, elle en mange toute une le matin. J'espère qu'il n'y a pas trop de Thérèse dans ça. Puis c'est pas fin, on grossit le trait, mais c'est une réalité de nos ma belle-mère, elle s'appelle Thérèse, elle vient à 91 aujourd'hui.
Moi, ce que je voulais dire, pour avoir travaillé dans les organismes communautaires, je pense que, tu sais, la question qui est posée, c'est que dans la majorité des places que je suis allée, c'est vrai qu'il n'y a pas un gros empreinte au niveau écologique. Puis je pense qu'il y a déjà ça dans l'esprit. Tu sais, on était déjà, il y a 15 ans, avec des choses biodégradables où j'étais. Tu sais, toutes ces choses-là étaient déjà, il y avait comme une conscience, parce que déjà, tu travailles au niveau du social. J'ai pas comme l'impression que je sais pas que c'est tout comme ça, là, j'ai pas été dans toutes les organisations, mais je pense que, oui, ça serait peut-être pas là à jouer en premier, mais oui, s'il y avait des sous, tu sais, comme on parle on a parlé de reddition de compte tantôt, d'évaluation, tout ça, c'est souvent ce qui manque dans les organismes, parce qu'on subventionne pour le projet, mais on t'aide pas à faire l'évaluation, on t'aide pas au niveau de ça. On devrait, si on veut qu'il y ait on t'évalue pas sur les bonnes choses. Oui, on devrait aider sur ça, supporter au niveau financier ou avoir un support, quelque chose, là, tu sais. Ouais. Excuse-moi, mais tu me dis que la Ville de Montréal va demander des réductions. Tu sais, comme, je dirais pas ce que je pense, parce que ça sera vraiment pas fin, tu sais, mais ça faut aucun sens là, de demander une reddition de compte à un petit organisme sur un sujet comme celui-là. Tu sais. D'autant plus que tu sais, les facteurs ESG, tu sais, toi, ça touche directement. Là, tu sais, le plus gros fonds mondial, c'est BlackRock, puis ils remettent ça en question. Fait que, tu sais, ça se peut bien que le pauvre fonctionnaire qui a décidé d'imposer ça à un OBNL, là, il soit obligé de te poser des questions là-dessus dans 3 ans. C'est prématuré de poser ces questions. On va débattre, tu sais, on s'en fout que BlackRock décide mais tu comprends que maintenant ce que je veux c'est juste dire. le cash, tu sais, puis qu'on détruit la planète. Là. Oui, mais tu comprends la question, c'est qu'est-ce que nous, on va faire. Je suis d'accord. Mais, c'est ça. mais soyons exigeants envers nos gestionnaires de fonds avant d'aller poser la question à Thérèse. Ben, c'est pas Thérèse qui est le problème. C'est le gestionnaire de fonds. C'est BlackRock. Je suis d'accord. Karel, il y a quelques semaines de ça, tu avais fait une lettre ouverte sur la reddition de compte. Je ne me trompe pas? Oui, continue. Mais deux choses. Ouais. Vous êtes tous concernés, vous passez une grosse partie de vos journées à faire cette reddition de compte-là. La première, j'ai une question, je vais faire j'ai une question en 2 volets. Ouais. C'était pas une lettre ouverte, c'était un post sur LinkedIn, c'est pour ça que je t'ai mélangé. OK. Est-ce que tu as entendu des commentaires, à part te dire oui, tu as raison? Est-ce que de bailleurs de fonds ou de donateurs ou de collègues dans d'autres fondations, tu as eu des commentaires là-dessus? Ouais. Puis le deuxième point, c'est-tu moi ou ça ira jamais en se simplifiant, la réduction de compte? Est-ce qu'on peut s'attendre que la portion du temps qu'on passe à faire ça va aller en augmentant d'année en année, puis que ça va faire partie de nos gros défis? Écoute, en philanthropie, c'est le mouvement inverse qui est en train de se passer. OK? Parce que, puis tu sais, je ne parlerai pas pour la reddition de compte que les gouvernements demandent, qui est totalement hallucinante, tu sais, parce que là, c'est des fonds publics, puis il y a des fonctionnaires qui ne veulent pas prendre de risques, fait qu'ils te font remplir de la paperasse que personne lit. Que personne lit puis qui ne comprennent pas. Juste pour dire, j'ai obtenu le rapport de reddition de compte, puis là, comme ça, moi, c'est pas ma faute s'il y a quelque chose qui a mal été. Hein? Mais en philanthropie, tu sais, la philanthropie, donc, c'est des gens qui ont fait beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de pouvoir parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et cet argent-là, tu sais, il a été défiscalisé parce que quand on fait un don philanthropique, l'État, il donne un reçu d'impôt de 50 %. Donc, tu sais, c'est plus ton argent, ça appartient soit à ta fondation, ou ça appartient aux organismes à qui tu le donnes, mais historiquement, en philanthropie, les gens gardaient le pouvoir sur l'argent, puis à travers cet argent-là, exerçaient un pouvoir, puis ils gèrent ça un peu comme s'ils ne voulaient prendre aucun risque. Tu sais, je vais donner, mettons, 25 000 $ à un organisme, mais là, je veux m'assurer que ça ait de l'impact, je veux m'assurer que l'organisme il soit bien géré. Tu sais, je vais demander 56 000 à faire de reddition de compte, alors que si je suis un philanthrope, puis je suis milliardaire, puis je donne 25 000 $, ça n'a aucun impact sur moi. Donc, il y avait comme quelque chose de, fondamentalement, où la philanthropie exigeait des redditions de compte monumentales parce qu'elle ne veut pas prendre des risques et parce qu'elle veut encore imposer. C'est un peu comme, souvent, là, vous avez vu, peut-être si vous avez en contact avec des fondations philanthropiques, souvent, ils ont des programmes très, très ciblés, avec des questionnaires. Puis là, bien, donc, c'est-tu de la philanthropie qui sait qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain ou c'est les organismes? Alors là, il y a tout un courant en philanthropie maintenant qui s'appelle la philanthropie de confiance, qui dit, c'est les gens sur le terrain qui savent quoi faire, donne-leur du financement à la mission pluriannuelle, laisse-les faire, ils savent. Puis, c'est quoi le risque pour la fondation? Bien, c'est avoir fait une mauvaise subvention, peut-être sur 20. C'est pas la fin du monde. Pour autant qu'il y ait un lien constant avec l'organisme et qu'on puisse comprendre où ça n'a pas été,
Alors, nous, on est rendu à la Fondation du Grand Montréal. On fait des entrevues. Donc, on parle à des organismes. On ne leur fait pas remplir 50 pages d'un projet. On a un échange avec eux. On leur demande où sont les besoins. Ils nous réfèrent à d'autres organismes. On comprend le milieu, puis éventuellement, on envoie du financement. Quand on est capable, c'est pluriannuel. Mais l'idée là-dedans, c'est on inverse, ou on essaie. J'aime pas l'idée de renforcer d'inverser le rapport de force parce que, tu sais, l'idée, ce serait qu'il n'y ait pas de rapport de force qui s'exerce ni de l'un vers l'autre. C'est comme que ce soit une relation égalitaire. Fait que moi, j'arrive avec de l'argent, on a des orientations, tout ça, puis là, les organismes arrivent avec des idées. Ça va aussi loin là, qu'on a créé un fonds de soutien aux organismes autochtones sur le territoire du Grand Montréal. On a mis, je pense, 120 000 dedans, puis on a envoyé 6 subventions de 20 000 à des organismes. Aucune question, aucune reddition de compte. Faites votre travail. Donc, nous, on fait ça. D'autres organismes ne pourraient pas le faire de la même façon. Tu sais, un centre-aide qui distribue 60 quelques millions par année ne peut pas se permettre de décider on va. Tu sais. Mais il reste que il faut que la philanthropie descende de son piédestal puis se rende compte que ce n'est pas elle qui a l'expertise, c'est les organismes. Puis, donc, mais je pense pas, moi, donc, en philanthropie, je pense que la reddition de compte, tranquillement, va s'atténuer. Puis quand on fait ça, ben, on fait en sorte qu'il y a des organismes qui passent peut-être 30 ou 40 si ce n'est pas plus, de leur temps juste à inventer des projets pour satisfaire des donateurs, puis après ça, faire la reddition de compte. Je le sais, j'ai été là. Tu sais, on inventait toutes sortes d'affaires, puis tout le monde bullshit tout le monde. Ben là, on va enlever ça, puis on va libérer 30 du temps pour donner les services, tu sais. Puis ça, si ça fait en sorte qu'on augmente notre risque un petit peu, je pense que c'est un bon résultat. On aurait besoin que nos gestionnaires de projets gouvernementaux aient une philosophie similaire aussi. Hein. Et je vais vous dire quelque chose là, qui souvent vous renverser, là, mais moi, je suis arrivé à la Fondation du Grand Montréal, là, on exigeait moins de reddition de compte de nos gestionnaires de fonds qui gèrent des dizaines de millions que des organismes qui ont donné 5 000 $. C'était ridicule. Je veux dire, tu sais, c'est ça. Vas-y. Je voulais dire que j'avais une expérience avec une fondation, avec une autre organisation, puis je dis la même chose. Ils ne me demandent pas de reddition de compte, mais ils me demandent des listes financières, des rapports d'activité, ces choses-là, qui est normal. De toute façon, on le fait. Puis qui est existant, qui n'est pas spécifique à leur programme ou à leur... Non, ouais, ça, c'est ça. Ça, c'est exact. Fait que, ça ne me donne pas de job de plus. Là, fait que oui, dans ce sens-là. Moi, je voulais dire que nous autres, on a travaillé avec 30 organismes au niveau de l'innovation sociale, faire des outils d'évaluation. On a intégré dans ça 2 fondations, puis on a intégré dans ça le ministère, là, c'est en innovation, fait que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, ils ont été là à toutes les rencontres. Il y avait 2 personnes, et puis on a vraiment travaillé ensemble de voir puis quand je parle d'innovation sociale, ça pourrait s'appliquer pour tout ce qui est social, mais disons que là, on est dans notre champ au niveau innovation sociale, au niveau du cycle de vie, puis comment les critères d'évaluation pour qu'ils changent leur façon, justement, dans les redditions de compte, ce qu'ils demandent, parce que c'est pas quantifiable de la même façon. Là. Il y a beaucoup de résultats qui vont être à long terme, des choses qui ne se calculent pas et tout ça. Fait qu'on et on était avec eux. Donc, les outils là, sont partis en... c'est drôle, c'est ici qui a eu le lancement ou en haut. Non, il y a une autre salle en haut. Hein. On avait fait le lancement en haut en septembre 2022. Donc, il va certainement avoir une deuxième phase, mais on est vraiment avec le ministère, au moins ce ministère-là, pour essayer de faire changer les choses. Puis, ils ont d'écoute par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des organisations, à un moment donné, qui montrent là, que ça ne s'évalue pas de la même façon. Parce que sinon, eux autres, on a les mêmes redditions de compte qu'une innovation technologique. Là, on s'entend presque, disons. Fait qu'il faut que... donc, il y a ça. Puis là, je sais que prochainement, je pense que c'est 18 septembre, il y a une recherche qui a été faite au niveau d'évaluation, au niveau communautaire. C'était fait par le Centre de recherche en innovation sociale et l'RQAK. Il y a une rencontre le 18 qui parle d'évaluation au niveau communautaire, il y a une recherche, les études. Fait qu'il y a une journée spécifique à ça. Je ne sais pas tout ce que ça implique, mais j'en parle quand même parce qu'il parle d'évaluation. Donc, il parle de reddition de compte, puis comment ça se passe, tout ça. Je vais certainement y aller parce que je trouve qu'il y a quand même... Ce que je trouve important dans tout ce qu'on fait, on parle d'OBNL, mais souvent...
les communautaires, ils organisent leur affaire, l'innovation sociale, on est là. Fait qu'il faut faire des maillages avec les écosystèmes, puis de pouvoir se collaborer, puis de voir, parce que c'est sûr que vous avez sûrement fait plein d'affaires que je ne suis pas au courant, puis qui pourraient aider d'autres personnes ailleurs, tout ça. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant, parce que je suis sûre que, là, on est juste 3, là, mais les 3 dans le matin, il y avait certainement autre chose. Je suis curieux, tu sais, on parle d'innovation sociale, puis on parle de partage de pratiques. Est-ce qu'il y en a qui connaissent, est-ce que tout le monde dans la salle connaissait la plateforme Passerelle? Tu la connais? Toi, tu la connais? Oui. Tu as quelqu'un qui voudrait la présenter, peut-être, Laurent? Allez-y. Je la connais pas complètement. Elle a-t-il été changée? Elle est supposée être changée. Il y a des changements de prévus, mais oui, juste dans sa forme. Il y a un lancement, ça va changer bientôt, ça. Je suis membre avec eux, c'est Projet Collectif maintenant qui s'occupe de Passerelle, puis ils sont membres aussi avec nous autres au réseau. C'est vraiment une place pour faire des communautés de pratique, puis d'échanger sur la plateforme. C'est gratos. Liste de projets, liste de toutes les subventions qui sont sorties. Tu sais, si tu as une infolette en tant que DG que tu devrais suivre dans l'année, c'est celle-là, parce qu'elle va te parler des différents projets, elle va regrouper toutes les nouvelles du réseau social, elle va te parler de tous les nouveaux programmes de financement, tu sais, que tu vas en avoir 25, même si ça ne te concerne pas des fois. C'est assez surprenant de voir tout l'argent qui est distribué aussi dans un paragraphe, là. Après ça, on voit aussi les nouvelles pratiques, les nouvelles normes sont souvent expliquées. Puis ils ont même parti autre chose, que là, on peut même mettre tout ce que si dans vos organisations, vous avez des outils qui peuvent être partagés, vous pouvez les mettre, les outils d'évaluation et d'innovation sociale vont être là. Fait que tout ce qui est fait va pouvoir être là, comme dans une bibliothèque, puis que les autres vont pouvoir l'utiliser puis le partager aussi. Ouais, quand on parle d'innovation puis de facilité, je pense qu'un outil comme ça, que peu de gens connaissent, je le sais parce que je pose souvent la question, ça fait partie de la richesse de ça. On va aller ailleurs, on va aller dans le capital humain. Il y a une rumeur comme quoi il y a une pénurie de main-d'œuvre. J'ai entendu ça dernièrement dans les médias. Pénurie de main-d'œuvre, mais aussi, je vais rajouter le capital humain, puis je vais inclure la notion de bénévolat aussi. Le bénévolat a beaucoup changé. Il avait commencé à changer dans la COVID, là, il change encore plus. Considérant que une grande partie de nos conseils d'administration sont dotés de bénévoles qui sont souvent élus et non pas choisis en fonction de leurs compétences et de leur profil et de leurs compétences, profil et expérience. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça dans le moyen futur? Puis surtout, vous l'avez dit toute la gang tantôt, il y a de plus en plus de pression sur une performance, de plus en plus de pression. On a moins le droit à l'erreur en tant que gouvernance aussi, ainsi de suite. Vous voyez ça comment, cet enjeu-là, là, au niveau des bénévoles? C'est une grande question. Vas-y, Laurent. Écoute, c'est pas une question auquelle je peux répondre comme facile, formulée, mais je peux peut-être essayer d'amener ma pierre là-dedans, mais tu sais. Je pense que, tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, ça fait 20 ans qu'on en parle au Québec, puis que... on pouvait la voir venir, hein? Si quelqu'un ne l'avait pas vraiment vu venir, c'est qu'il n'avait comme pas lu le journal à un moment donné, parce que c'était là, ça s'en venait, tu sais. Les bénévoles, ça fait longtemps qu'on parle aussi, puis je pense que les gens se disaient, peut-être c'était une utopie ou une vue de l'esprit, mais tu sais, les gens se disaient, on va avoir plein de baby boomers, ils vont partir à la retraite, ils vont avoir rien que ça à faire d'aller être bénévoles. La vérité, c'est que bien des baby boomers, il aime mieux être dans leur caravane, puis il aime mieux faire d'autres choses que faire du bénévolat. Tu sais. Je n'ai pas cette réponse-là, mais j'ai cette préoccupation-là. Je pense qu'il y a, je vais tenter 2 éléments de réponse. Un, le premier, c'est ton bénévolat, il faut que ça soit le fun, c'est un bien grand mot, faut que ça t'apporte quelque chose, tu comprends? Fait que moi je suis sur 2 conseils d'administration, à Fondation Jacques de Champlain, puis l'Institut de médiation et d'arbitrage. J'aime ça y aller, tu sais, j'aime ça. Tu sais, je me prive du temps avec ma fille, je me prive du temps pour aller voir mes amis, pour faire ça. Mais les administrateurs sur l'IMAC, sur l'Institut de médiation et d'arbitrage, c'est des gens de très haut niveau. J'apprends toujours quelque chose. Je sors d'un conseil d'administration, j'ai appris quelque chose. À la Fondation Jacques de Champlain, notre objectif, c'est qu'il y a des défibrillateurs partout dans les lieux publics. Bien, là-dedans, j'ai des survivants, j'ai du monde qui veulent... Mais je sors d'un CA, puis je suis une meilleure personne. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans. On a la gouvernance de ces organisations-là est bonne. Les gens autour de la table, il y a une synergie, il y a une diversité. C'est pas un club de pétanque, là, on n'est pas tous ensemble pareil. Donc, je
pense que aussi les organisations vont devoir comprendre que si c'est juste aller faire du rubber stamping d'état financier, être un bénévole sur un conseil d'administration, mais que c'est dole, c'est plate, il n'y a personne qui veut ça. Donc, je n'ai pas ta réponse. Je sais que moi, j'aime ça aller sur mes CA, même si ça me demande beaucoup, parce que j'apprends, parce que j'ai l'impression de faire quelque chose. Puis ça, je pense que si on offre ça à des bénévoles, ils vont vouloir. Souvent, c'est dole en maudit aller sur des CA d'OBNL, puis des fois, sont bien plates aussi. Là, hier, il y avait une DG qui me parlait de son CA qui commençait à 7 h puis qui finissait à minuit. Il y a tout ça. Mais c'est ça. C'est moi qui t'ai conté ça. C'est toi qui m'as conté ça hier soir, hein? Ça n'a plus lieu d'être, ça. C'est plusieurs enjeux, OK? Parce que l'enjeu que tu soulèves, là, sur comme dans le fond, c'est la démographie. On n'a pas nommé la démographie. Ben oui, tu avais nommé la démographie. Dans les défis, mais ça fait partie. Tu disais que les baby boomers, ils allaient tout prendre la place des bénévoles. Donc, c'est un enjeu, puis tu as plusieurs enjeux. Tu as des enjeux de relève, tu as des enjeux de stabilité, parce que indépendamment même de ce problème-là, les OBNL ont de la misère à garder leur staff, puis leur expertise. Fait que tu bâtis la compétence, tu perds la compétence. Tu bâtis la compétence, tu perds la compétence. Fait que là, ça, c'est très, très dur, parce que tu as des organisations qui sont toujours, à moins que, ça soit, les fondateurs, qui est l'entrepreneur social au début, puis qui drive ça toute sa vie, ça existe aussi. Puis du côté du CA, souvent, tu as un groupe de personnes qui ont parti ça ou qui sont là, puis comme c'est un groupe d'affinité, puis c'est toujours le même monde qui se renouvelle entre eux plus ou moins. Des gens qui sont sur un CA depuis 20 ans. Puis... Alors là, il y a un vieillissement. Il y a un enjeu de relève. Dans ta main-d'œuvre, tu as un enjeu de stabilité. Puis là, après ça, tous les enjeux de culture qui viennent avec. Un CA de 5 heures, c'est probablement trop long. C'est pas mon CA actuel. Non, c'est ça. Fait que, je pense que c'est là que le DI rentre en ligne de compte. OK? Oui. Le Québec est une société qui se diversifie. Moi, dans mon organisation, on a, sur 20 personnes, j'ai 9 ou 10 personnes qui ne sont pas nées au Québec ni au Canada. J'ai plusieurs personnes qui viennent d'Afrique, d'Amérique du Sud. Et là, la question, c'est comment tu fais pour bâtir une culture commune, puis en tenant compte j'appelle ça des écarts culturels qu'on a entre nous. Puis, moi, j'ai aucune... je ne suis pas formé là-dessus, je ne sais pas. J'ai eu des équipes souvent où c'était beaucoup de gens comme moi, pour ne pas nommer des hommes blancs d'âge... Nomme pas ça, c'est pas bon. D'âge gris. Mais donc, là, il y a un enjeu. Je pense que là, c'est pas tellement que la Ville de Montréal devrait te demander qu'est-ce que tu fais en diversité et d'inclusion. La question, c'est ton organisme, pour assurer la pérennité de sa main-d'œuvre, l'organisme va devoir recruter des gens qui n'ont pas le même bagage culturel, et là, comment tu intègres ça? Comment ça va venir affecter la culture de l'organisation? Puis là, il faut que ton CA se diversifie aussi, parce que sinon, tu n'auras pas la compréhension de ce que... Alors, puis tes bénévoles, tu vas aller les recruter aussi dans un nouveau bassin. Et donc, là, je pense que ça va être les 10 prochaines années, là, ça va être un gros défi, parce que je regarde des organismes qui ont... Chez nous, quand je suis arrivé, le virage était déjà commencé. Puis je regarde les organismes où c'est pas commencé, puis à un moment donné, il va y avoir un gros rattrapage à faire. Heureusement, je pense qu'il va y avoir des meilleurs outils rendus là, ça va être plus de... Mais l'EDI est là. C'est vraiment dans le recrutement de ta relève. Chantal? C'était quoi ta question de base? La question de base, c'est comment on demande aux gens d'être de plus en plus compétents, d'avoir des profils diversifiés, précis, mais très souvent, nos conseils d'administration, c'est des processus d'élection. On ne peut pas les choisir. Oui. Fait que comment on finit par gérer tout ça, puis comment on va se relever aussi des changements des habitudes de bénévolat des gens aussi? C'est ça, la question, c'était l'avenir du bénévolat. Au sens large. Au sens large. Bien, moi, je trouve qu'au niveau des conseils d'administration, surtout au niveau communautaire, ça serait à repenser vraiment. Là. J'ai souvent eu, même si tu as moins de ressources souvent pour le personnel qualifié, puis il y a un roulement de personnel. Tu as du bon monde qui reste là 2 ans, mais après ça, tu les formes, puis ils s'en vont ailleurs. Ça arrive souvent. Mais sur le conseil d'administration, quand tu as des gens qui arrivent, puis que leur seul intérêt, c'est d'avoir leur activité dans la programmation, on s'entend que c'est pas aidant pour un conseil d'administration. Fait que moi, je pense que c'est à repenser plus largement, pas juste organisation par organisation, mais peut-être un peu plus largement le fonctionnement de ça.
Au niveau du bénévolat, écoutez, moi, quand j'ai quitté en 2017 le Centre de femmes, on avait 80 bénévoles. Fait qu'entre-temps, je suis plus dans un réseau là, maintenant de bénévoles. Là, c'est tous des gestionnaires qui sont sur mon conseil d'administration. Nous autres, on a des collèges électoraux. Fait que donc, ils sont élus par le groupe, mettons que c'est je sais pas, en économie sociale, c'est les gens d'économie sociale qui décident qui va représenter l'économie sociale. Donc, c'est pas juste, ça peut changer. Puis j'ai des gestionnaires, donc ça va bien, tu sais. Mais je pense qu'au niveau, surtout communautaire, puis certainement d'autres au BNL, il y a quelque chose à changer sur ça parce que autant que tu peux avoir du fun si tu as des gens qui c'est stratégique, puis là que tu avances, autant que tu peux tourner en rond sur une problématique qui n'a pas rapport vraiment dans la gestion de l'organisation. Ça, tu tournes en rond. On a souvent, on parle souvent de conflits d'intérêts, mais dans ces organismes-là, on a souvent aussi des conflits de loyauté aussi, parce que très souvent, tu as des administrateurs qui sont des représentants de parties prenantes, mais qui arrivent à la tête. Je parle pour tant de personnes. Oui, aussi. Moi, j'ai posé plein de questions. Je suis curieux de savoir si vous en avez, ils sont là. On a encore quelques minutes pour que vous puissiez poser vos questions. C'est sûr que quand on fait ça en numérique, c'est facile. Mais là, donc, madame, veuillez vous lever, vous nommer, vous présenter. Hey, ça, c'est le fun. Puis, comme ça, tu vas avoir ta moitié de ton réseautage va déjà être faite. Tantôt, je grossissais le trait, mais c'est vrai, il y a 25 ans, l'Institut des administrateurs de société ouvrait son chapitre à Montréal. Puis quelques années plus tard, le collège ouvrait son collège à l'Université Laval. Puis, donc, il y a 20 ans, on parlait beaucoup de gouvernance. T'sais. Je rajouterais l'IGOP là-dedans aussi, qui a à peu près ça 20 ans. Écoute, pour feu Michel Nadeau, Michel Nadeau qui a réussi d'ailleurs, qui a amené énormément, je pense, qui a contribué énormément à amener le terme de gouvernance au sens plus large. Fait que la gouvernance, c'était un élément. Là, je pense que ça a percolé, puis ça s'est rendu dans les organisations comme les OBNL ou les lieux communautaires. Du moins, le mot ne fait plus peur, je vais dire ça comme ça. Là, tantôt, on parlait des facteurs ESG. Là, c'est comme s'il y a eu un bond. Mais dans le milieu de ça, je dirais, il y a à peu près une dizaine d'années, même si la gestion de risque existe depuis avant ça, le terme de gestion de risque a commencé à percoler dans la gouvernance des grandes organisations. Mettons que vous vous rappelez, il y a peut-être une dizaine d'années, il y a eu des petites difficultés chez SNC-Lavalin, des choses comme ça. Puis là, les gens se sont dit, en plus d'avoir de la mauvaise gouvernance, il n'y a peut-être pas eu des bons risques. Je ne veux pas prendre cet exemple-là, mais puis la gestion des risques a commencé à émerger de plus en plus. Moi, je pense que, justement, quand on regarde ce qui est arrivé là, dans le scandale de Hockey Canada, les conseils d'administration devraient s'éveiller à la notion de gestion de risque. Il y a autant de consultants qu'il y a de typologies de gestion de risque. Mais parce que c'est pas compliqué non plus. Quand on fait une réflexion stratégique, on adresse des enjeux de l'organisation, mais on peut continuer la réflexion. On se dit, OK, il y a les enjeux de l'organisation, donc qui peuvent être un frein à la vitalité ou à la pérennité de l'organisation. Mais une fois que j'ai regardé ces enjeux-là, si je n'ai pas mappé mes risques, si demain matin, je perds mon plus grand bailleur de fonds, d'un coup, mais j'aurais beau avoir la meilleure réflexion stratégique avec le meilleur mapping de mes enjeux puis avoir trouvé la plus belle mission, vision, valeur, je viens de perdre mon plus gros bailleur de fonds qui était mon risque principal de financement, je ne vaux plus rien. Donc, pour moi, la notion de gestion de risque, puis j'en suis un militant, puis tu sais, à chaque fois que je peux en parler, fait que là, partez-moi pas parce qu'on n'est pas fini. Mais sa formation. À chaque fois que je peux en parler, je le fais parce que je me dis, c'est pas compliqué à faire, c'est pas quelque chose de... Oui, il y a des facteurs, ça peut être plus exhaustif, mais tu sais, juste de comprendre c'est quoi les différents risques. Comment est-ce qu'on peut faire pour les évaluer? Comment est-ce que le conseil d'administration peut travailler en collaboration avec sa direction pour les mapper à la rigueur? Donc, pour moi, au-delà des facteurs ESG qu'on parlait tantôt, là, il y a comme l'entre-deux, on dirait, qui n'est pas descendu vers les OBNL. Puis moi, mon souhait, c'est que dans 5 ans, on soit ici, que tout le monde parle de gestion de risque sur leurs OBNL. Parce que peut-être que chez vous, il y en a 4, 5 risques. Mais souvent, quand je donne une formation là-dessus où j'en parle, je dis, tu sais, ton risque réputationnel, tu connais-tu une bonne firme de relations publiques avec qui tu peux parler? Tu sais, ton conseiller en relations publiques, envoie-y une carte à Noël. Tu vas déjà peut-être avoir un lien avec lui quand tu vas avoir un problème. Fait que, tu sais, ça se gère facilement. Certains risques peuvent se gérer aisément, d'autres, c'est plus compliqué.
Donc, Mais dans ta gestion de risque, là, on parle tantôt là, de la composition des conseils d'administration. Là. Ça part de là. Je veux dire, si tu n'as pas la bonne composition, le directeur, directrice qui est là, même si elle serait. Il faut qu'elle amène ça, il faut que ça se passe, ça se digère, que ça se réfléchisse. C'est-tu un risque d'avoir pas le bon conseil d'administration ou c'est un enjeu de l'organisation? Moi, je pense que c'est un enjeu de l'organisation. Le risque, ça serait peut-être un risque de fraude, mais il y a à peu près 7 grands risques qui peuvent toucher une organisation. Dans la catégorie, mais moi, je fais souvent de la sensibilisation avec les CA, je leur pose la première question. Il se passe quoi quand le DG part? DG, demain, tombe malade, là, c'est un des grands risques là, qui est là. Ça, c'est un risque opérationnel, puis ça se mappe. Deuxième risque dont je parle souvent pour sensibiliser, c'est toute la cybercriminalité puis la cyberfraude. Il y a quelqu'un en Slovaquie qui décide de s'accaparer vos serveurs puis qui vous demande 50 000 $. Puis là, c'est drôle, quand je parle de ça, là, j'ai souvent des DG, ça vient de nous arriver, nous autres. On n'était pas prêts. J'ai reçu un appel il y a 2 semaines pour ce risque-là. Ouais, ça, c'est... Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Premièrement, c'est toute la stratégie des backups. C'est on a une formation sur l'hygiène numérique, là, la politique de mots de passe. Combien d'entre vous en avez une? Tout le monde a 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Je ça, puis je regarde mes employés me regarder. Là, on n'en a pas une à l'interne, là, mais ça, je m'y attendais. Là. Fait que, je pense qu'on est au stade de la sensibilisation, puis c'est dans ces moments-là qu'on va finir par éviter des crises aussi avec la gestion des risques. Là. Et moi, j'imagine les organismes à but non lucratif qui sont dans la région de Kenowa, en Colombie-Britannique, là, avec les feux. Là. C'est quoi notre plan B pour opérer demain matin? Là? Puis je pense qu'il y a vous êtes je m'en vais à Chapet dans quelques semaines. Vous êtes le conseil de presse, là, tu sais. Moi, j'en ai une coupe de risques pour vous, si vous voulez jaser tantôt, là, mais tu sais. Assez rapidement, j'en ai spoté 2, 3, tu sais. Puis la capacité de répondre, c'est ça la difficulté, c'est la capacité de répondre. Est-ce qu'on a les bons administrateurs? Est-ce qu'on a les bons communicateurs? Est-ce qu'on a les bons outils? Pour le risque des DG, il devrait toujours avoir un plan de relève. Plan de relève. Mais tu sais, on sait que c'est la dernière affaire qu'on fait souvent. T'sais. Ça, puis un système de documentation. Le DG, que ça fait 15 ans qu'il est là, puis tout est dans son Outlook, dans son dans ordinateur personnel. Puis là, il part. Ça, c'est mettre en place les systèmes. Ça, c'est le deuxième appel que je reçois par semaine. Oui, c'est aussi ça. C'est ça pareil, c'est ça. D'autres questions? Tu as donné la réponse à ta question. Tu as dit, quand les règlements généraux ne sont pas clairs, c'est que, tu sais, quand tu crées un organisme, moi maintenant, là, quand j'arrive dans un organisme, c'est la première chose que je regarde, c'est qu'il y a-t-il des gens qui sont solides en gouvernance sur le CA? Parce que quand tu échappes la gouvernance, tu échappes tout, OK? Parce qu'après ça, il peut se passer n'importe quoi dans l'organisation. Puis permets-moi une question. Combien d'entre vous, quand les administrateurs arrivent, ont automatiquement une formation sur les rôles et responsabilités? À la main levée. Vous êtes 2. Donc, tu sais, mon expérience, moi, des dernières années, j'ai siégé sur plusieurs conseils d'administration. Puis comme DG, tu sais, ça prend une bonne gouvernance. Puis de la même manière qu'on a investi pour la santé financière de l'organisation, qu'on a investi dans les ressources humaines, la formation, tout ça, on a tendance à négliger ça. Puis c'est malheureux parce que souvent, il y a des présidences de CA qui sont un peu comme je décide tout, puis c'est moi qui parle au DG, puis ça serait en bilatéral, puis le reste du CA est un petit peu endormi. Là. Mais ça ne fait pas une gouvernance forte, tu comprends? Puis éventuellement, puis des fois, il y a des conflits aussi. Il faut savoir comment gérer les conflits dans le CA. Puis les conflits apparaissent dans des trous de gouvernance souvent. Tu sais, fait que malheureusement, c'est un peu ça. Hein, ça fait partie des choses qu'on néglige. Puis qui, éventuellement, quand ça se met à aller mal, si ta gouvernance est forte, l'organisme va continuer. Tu sais, il va avoir une pérennité. Puis si la gouvernance est défaillante, l'organisme peut tomber. Puis là, ben, tu sais, c'est ça, il faut y aller en prévention parce que sinon, je pense que, tu sais, un organisme qui a 12 membres ou 20 membres, tu sais, puis là-dedans, il y en a 10 qui siègent au CA, puis il y en a 3 qui sont plus capables de se déplacer, sont en chaise roulante, ou qui viennent pas aux AGA, tu sais, puis là, tu as de la misère à avoir quorum, tu sais. C'est des enjeux, tu sais, qu'il faut les travailler, puis normalement, c'est la présidence de CA qu'il faut qu'il se déniaise puis qu'il fasse son travail. Le rôle du président de CA.
C'est dans ça. le rôle du président de CA. Mais, puis aussi, tu sais, j'entends ce que tu dis, là, puis là je vais reformuler, mais donc là, maintenant, l'organisme était en train de tomber, là, toi, tu l'as repris, fait que là, tu es dans la tête de deux. Moi, je me rappelle, puis je pense que la première fois que tu m'as appelé, mais peut-être il y a 5 ans, tu m'as dit, il y a 4 ans, tu m'as dit, il y a 2 organismes qui aimeraient ça fusionner, peux-tu les aider? Fait que, il y a 4 ans, je recevais un appel. Là, il y a eu une affaire, c'est bizarre, ça s'appelle la COVID. Là, ça a vraiment fait un vrai problème. Là, au retour de la COVID, j'ai un appel par 2 semaines. Là. On veut fusionner. Tout le monde veut fusionner. Là, je suis rendu quasiment une firme de fusion-acquisition dans le domaine de... Mais je comprends aussi, il y a un volet là-dedans. Puis ça fait écho à ce que tu disais. C'est là, la communauté, des fois, elle ne veut pas perdre un organisme. Mais peut-être que c'est correct qu'il meure aussi, l'organisme. Ça se peut que ce soit bien correct. Tu sais, ça se peut, je parle pas de toi, mais ça se peut que ça soit correct. Puis tu sais, il y a une différence entre un organisme dont la structure meurt puis qu'un autre organisme prend la offre de service. Puis il y a aussi l'idée de base, moi que je me suis rendu compte avec le temps, si le CA comme entité ne veut pas changer, n'est pas sensibilisé à ce que ça pourrait être d'être mieux. Let them die. Ben, puis là, tu sais, tu peux avoir des ramifications. Fusionner des organismes, c'est une voie, mais il y en a d'autres voies, tu sais. Puis, il faut se mettre dans la peau aussi d'un président de CA, d'un petit organisme. On va grossir le trait, là, mais tu sais, je sais pas moi, 150 000 d'apport annuel, un employé et demi, là, lui, plus... Puis là, le DG s'en va. Là, tu es président du conseil de tout ça, là. Là, tu as une job, tu as tes enfants, Là, comment tu fais pour gérer? Hey, c'est un méchant paquet de troubles, là. Tu veux pas ça, là. Des présidents de conseil là, qui m'appellent, qui me disent, hey, moi, là, Puis là, il faudrait dire une affaire, là. C'est comme président de conseil, tu peux pas déposer ton crayon et t'en aller, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Pas du tout, là, tu es imputable, là. Puis ils te laisseront pas fermer l'organisme. Fait que là, le pauvre président de conseil, il est chez eux, prend son verre de vin, puis il dit, hey, là, moi, je chaque mon camp. Tu peux pas t'en aller. Fait que, il faut que tu trouves une solution. Puis dans tous les problèmes qu'on a dit il y a 2 minutes, tu n'as pas de relève, tu n'as pas de bénévole. Des fois, peut-être qu'il a le droit de mourir, le pauvre organisme. On va tous mourir, à un moment donné, nous aussi. Ou il vient déposer ce qui reste d'argent chez vous, puis là, ben, vous vous occupez de ça, vous laissez mourir la coquille vide. T'sais. Moi, je rajouterais, il parlait de règlements généraux. Je pense que les règlements généraux, c'est vraiment l'outil de base qui devrait être super bien fait au départ. Et je pense aussi que quand on parle à un organisme, au départ, je pense qu'il y a plein d'organisations qui accompagnent. Il y a un écosystème autour qui n'a peut-être pas profité. Puis de façon gratos, là, quand tu pars, tout ça. Fait que je pense que c'est important d'aller chercher des ressources qui peuvent nous aider sur ça. Et on peut avoir aussi une procédure d'accueil des nouveaux membres du conseil d'administration, une procédure qui fait qu'elle est là. Fait que donc, même si le DG change, si c'est le président ou il y a une nouvelle personne, ben c'est là, dans un cartable où on n'utilise pas ça de cartable, là, mais mettons sur ton Drive, ton Google Drive ou whatever. Mais là, tu as ta procédure, tu as aussi tes documents sont là. Fait que les nouveaux membres, ils arrivent avec ça, puis tu pars la première rencontre, ben c'est ça, tout le monde est mis au courant de ce qu'il y en est. Je pense qu'il faut faire ça parce que c'est comment pas arriver là, ben il faut prévenir avant. Une fois que tu es rendu là, ben oui, c'est un peu plate, c'est juste le conseil d'administration qui est plus... mais en même temps, comme il dit, s'ils sont plus capables de le maintenir, puis que le directeur, puis le président, il y a ça à bout de bras, puis il y a d'autres choses dans la vie. Je peux comprendre ça, mais ouais, ça peut se prévenir quand même en ayant les bons outils. D'autres questions? On en prendrait une dernière avant d'aller à notre deuxième activité cet après-midi. Mais allez-y, ma chère. La culture de la collaboration, la culture de la mutualisation, ça vient avec déjà, à l'intérieur de l'organisation, si les départements sont en silo, tu auras beau essayer de mutualiser ça avec quelqu'un d'autre, ça ne fonctionnera pas. Fait que la culture de l'organisation qui appartient aux 2 niveaux, tant au niveau de l'équipe de gestion qu'au niveau de la gouvernance, bien, si on n'a pas cette culture-là, ça va être très difficile de mettre en place des projets à la fois d'innovation, puis ça, je suis curieux de t'entendre aussi là-dessus, là, parce que quand il y a question de mutualisation, on a vu, puis de partenariat, puis Karel aussi, je sais qu'il y a plusieurs initiatives que tu as vues sur le territoire de Montréal où il y a des collaborations, mais des fois, c'est long et ça demande
beaucoup de discussions humaines à travers ça aussi. Le volet de la mutualisation, est-ce que vous rajouteriez toutes les deux? C'est la clé, je pense. Il y a trop peu de ressources dans le milieu. Donc, l'enjeu, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle en anglais le poverty trap, le scarcity trap. Le scarcity trap, c'est-à-dire que tout le monde vit dans une situation où on a de la difficulté même à garder la tête en dehors de l'eau. Fait que là, toutes les fois que tu parles de mutualisation, quelqu'un dit, je peux pas, moi, ou je veux absolument conserver tout ce que j'ai parce que j'ai pas beaucoup. Ouais. Je le vois, ce réflexe-là, de repli sur soi, assez fréquemment, incluant dans le milieu dans lequel moi je travaille en philanthropie. Et donc, fait que chacun devient roi de sa petite roche plutôt que de devenir un des soldats d'une grosse montagne. Et fait que là, il y a un enjeu là-dedans, de développement de confiance, parce que, évidemment, quand les organismes sont dans le scarcity trap, sont en concurrence pour le financement. Quand je suis arrivé dans le milieu environnemental, moi, en 2008, j'ai commencé à développer des projets, puis j'appelais mes collègues d'autres organisations, puis non, le Saint-Laurent, c'est à moi, il y a juste moi qui travaille sur le Saint-Laurent. C'est comme, OK. Puis là, un autre, chacun avait sa petite chasse gardée, puis si tu perds ta chasse gardée, tu as l'impression que tu vas perdre ton... Identité. Mais pas juste ça, tu vas perdre ton financement, tu vas perdre ta visibilité. Tout le monde se battait pour la visibilité, parce que la visibilité t'amenait des dons, puis t'amenait de l'influence, puis tout ça. Fait que, puis il y avait des tensions, puis je me souviens, donc 1 an et demi, 2 ans après, j'ai décidé d'amener tous les groupes écologistes, toutes les directions générales dans un chalet à Duchesnay, proche de Québec. Puis j'ai dit, OK, on va pas juste faire un atelier, une rencontre, je vais les mettre toutes dans le chalet avec de l'alcool la veille, puis s'ils ont besoin de se taper sa gueule, ils vont le faire. C'était même pas une blague, on était proche des batailles. Puis tranquillement, on a développé la confiance comme ça, OK? Quand j'ai quitté, en 2020, il y a eu une autre rencontre qui s'appelait la table du Chêné, qui est une table donc, des groupes environnementaux. Et la dernière chose, en 2020 ou 2021, ils ont décidé de mutualiser leur réseau de bénévoles. Tu sais, le bénévole, ça, c'est de l'or, OK? C'est comme tu vas mutualiser. Ta dernière affaire que tu vas mutualiser, c'est tes donateurs. Avant ça, c'était bénévoles. Fait qu'ils étaient rendus à développer un réseau de bénévoles pour l'ensemble du Québec, dans chaque région, que chaque organisme environnemental pourrait utiliser avec une coordination, avec un financement et tout ça. Puis là, j'ai fait, OK, mais ça a pris 10 ans à développer la confiance dans le milieu. Ça a pris un renouvellement des directions générales. Ça a pris un changement de culture. Ça a pris beaucoup de choses, mais le truc, c'est que ça a pris moi d'abord, puis ensuite d'autres personnes qui ont dit, en plus de mon travail qui m'occupe le soir, les fins de semaine, puis tout le temps, je vais m'ajouter la job plate de convaincre les gens de travailler ensemble. Tu sais, dans le fond, moi, je vais investir pour tout le monde. Là, je suis arrivé dans le milieu des fondations communautaires, j'ai essayé de faire la même affaire, puis au mois de juin, on m'a dit « Back off, Méran, c'est assez. Tu vas trop vite pour nous autres. On n'est pas là. » Puis là, j'ai fait « OK, c'est correct. Je ne peux pas imposer aux organismes. Pas qu'ils ne veulent pas collaborer, ils n'ont pas le temps. Fait que, tu sais, ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Alors, mais tu l'as dit... Vas-y. Ah, ben non, tu peux y aller. Mais tu l'as dit... Vas-y, Marie-Chantal. Chantal, le réseau, à la base, c'est une mutualisation. Tu sais, ton regroupement, c'est ça, à la base. Hein. Puis, quand tu dis qu'ils n'ont pas les moyens, tout ça, et aussi l'idée que ça n'a pas émergé encore, c'est pas encore là. On parlait de culture tantôt, c'est très difficile. Il y a des choses que j'ai voulu faire il y a 15 ans. Puis c'est drôle parce que je parlais de ça, je travaillais avec le Conseil d'innovation ce matin, puis j'étais avec un consultant. Puis on parlait des sujets différents, mais ça tombait vraiment dans ça. Et il y a 15 ans, je voulais regrouper les organismes communautaires de où je travaillais pour qu'on soit dans la même bâtisse. Ça se fait là. Mais à l'époque, c'était comme, je voulais pas. J'ai essayé de faire des projets communs avec d'autres. Puis les gens disaient, non, je vais faire ma propre demande, t'es sûr? On pourrait aller chercher ça. Finalement, je le faisais. Ils n'avaient pas reçu leur financement, c'est moi qui l'avais reçu. Je me disais, moi, je voulais que tu sois partenaire avec moi. T'sais. Fait que oui, c'est la culture en premier. Puis je pense que ça part des personnes, des gestionnaires aussi. Il faut que tu aies cette vision-là. Puis c'est sûr que dans le réseau, ce qu'on a remarqué depuis 2 ans, il a commencé à avoir vraiment, premièrement, on travaille nous autres en co-construction, en collaboration et tout ça, mais il y a quand même des activités qui chaque organisation, à un moment donné,
oublie. Des fois, je suis comme, voyons, ils ont fait ça, puis ils m'ont pas appelé, dans le sens, on a fait ça ensemble, ils devraient. Fait qu'il y a pas, c'est pas encore complètement là, mais on se rend compte que la collaboration depuis 2 ans, elle augmente vraiment beaucoup. Puis j'en parlais avec le Conseil d'innovation un matin, on va avoir une collaboration au niveau de communication d'un projet. Là. Elle dit, hey, j'ai remarqué ça. Elle dit, tous les gens avec qui je parle sont d'accord pour embarquer. Elle dit, je ne voyais pas ça il y a pas si longtemps. Puis elle dit, j'espère que je n'ai pas une fausse impression. Puis je dis, non, je pense que ça a mûri. Les gens sont rendus là. Je parle dans mon milieu, là, mais c'est toujours ça. C'est comme ça prend un temps. Puis oui, bien sûr, les moyens. Mais dans mon cas, dans le réseau, là, les gens qui travaillent en innovation sociale, des organisations de ont pas mal souvent les moyens. Mais même le ministère de l'Économie et de l'Innovation, en ce moment, est en train de revoir un peu sa façon dont il va financer l'innovation sociale, justement, je pense, pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut mettre le monde ensemble pour un peu les mêmes raisons. J'en sais pas plus, là, mais il y a quand même quelque chose à faire à travers ça. Je pense qu'on ne peut plus continuer là, chacun dans cette petite bulle-là. Je sais pas si tantôt, tu disais, ça a pris 10 ans pour éviter... ça a pris de l'alcool et 10 ans pour pas qu'il se tape ça. Surtout l'alcool. Ça, c'est l'alcool a du côté... Mais pour moi, c'est un grand révélateur de... Dans le milieu des OBNL, puis du communautaire au sens large, ou de l'économie sociale, tu sais, moi, juste, je pense qu'il y a 10 ans, quand on a mis le mot « performance » sur notre site Internet, c'est que nous, on croyait qu'il y avait de la performance. Écoute, je me faisais tirer des roches par du monde. Aujourd'hui, en fait, tirer moins ou pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ce milieu-là, il y avait aussi une aura. Tu sais, les gens se drapaient un peu d'une aura. Nous, on est social, l'argent, c'est mauvais. Tout le monde. Oui, tu sais, puis tout ce côté-là. Mais là, OK, mais avant, quand tu étais capable de ne pas payer ton monde puis qu'il fasse beaucoup pour la société, ça allait bien. Là, ça va être bien plus difficile, je pense. En tout cas, ça l'est déjà. Dans un moyen avenir, ça va être encore plus ça. L'autre chose, c'est que la nature aura du vide. Puis là, le vide, il est énorme. Moi, quand j'ai fait mon rapport de maîtrise, il y avait 56 000 au BNL au Québec ou au Canada, je ne me rappelle plus de la donnée. Québec. Au Québec. 56 000 au Québec. Garbage in, garbage out. Puis les données, il s'en est rajouté, puis il y en a qui sont partis, là. Mais puis les données dataient de 16 ans avant. OK? Fait 2006. Fait que c'était comme 2006, il y avait 56 000 au BNL au Québec. Fait que là, regarde, prends-en, laisse-en. Mais vous le savez comment ça se faisait aussi? Il y avait quelqu'un qui vivait une problématique personnelle, elle n'avait pas de ressources. Elle se partait un OBNL pour aider son garçon ou sa fille. Fait que je pense qu'on est à la croisée des chemins dans le milieu d'OBNL, dans le milieu social de ça au Québec, parce qu'il n'y a plus de ressources. Donc, si les gens ne mutualisent pas, ils vont être fermés. Puis les gens vont dire, c'est donc bien plate, on avait un organisme communautaire à Chelsea, comment ça qui est fermé? Peut-être qu'il fallait que tu fusionnes avec l'autre municipalité à côté. Il faut que tu changes ton état d'esprit pour dire, on va partager, ou toi, tu vas avoir la bibliothèque, moi, je vais avoir l'autre. Mais tu ne peux plus vivre comme avant en silo. Ça c'est révolu, là, je pense. Ce matin, Luc, qui est professeur à l'Université Laval, nous parlait d'un volet horizontal, un volet vertical, mais dans l'idée de la mutualisation, il y a 2 types d'entités qui ont un leadership à avoir, à savoir les fédérations et les municipalités. Les municipalités n'ont pas encore réalisé le leadership qu'ils avaient d'avoir ce volet-là d'effet commun, parce qu'ils ont l'ensemble de leur territoire, puis même les MRC. Donc, d'amener les gens à travailler plus ensemble, puis peut-être favoriser les financements en ayant des gens qui travaillent ensemble. Puis c'est la même chose du côté des fédérations. Certaines fédérations commencent à le faire, mais les initiatives d'une mutualisation sont encore très, très, très rares. Mais il y a eu 2 belles initiatives sur le territoire de Montréal. La première, on appelle le projet d'animation des places publiques pendant la COVID. Il y a beaucoup de dépôts qui ont été faits de multiples organismes. Puis le deuxième, je ne sais pas si vous avez été conscient du regroupement 6 ou 8 organismes en itinérance qui ont commencé à travailler ensemble vers la fin de la COVID aussi, qui là, parce qu'en itinérance, on a vraiment vu là, Old Brewery, l'accueil, tout le monde là, travailler ensemble, ce qu'on n'avait pas vu avant. Là. Merci vous 3. Merci beaucoup.